Je remercie Emmanuel Hirsch et son équipe de m'avoir invité à participer à ces journées et à aborder ce thème. Au début, ça m'a paru une drôle d'idée de demander de parler d'identité à quelqu'un comme moi qui ne sait pas très bien qui il est, ni même ce qu'il est, tant je me trouve changeant et multiple, avec souvent l'impression de vivre plusieurs vies, mais jamais assez cependant. Il faut prendre la demande qui m'a été faite non comme un geste de malice, mais comme une intuition perspicace et déjà une façon de répondre à la question qui est posée en titre, un signe vers cette réponse. Et le fait de nous associer, Michel et moi, va aussi dans ce même sens. Nous parlerons des mêmes choses, de deux points de vue différents, et de façon à vous laisser de la place, justement, de l'espace, pour faire votre propre chemin dans l'espace qui va s'ouvrir entre les deux nôtres. Je propose que nous travaillions un petit peu comme ça, et vous trouverez vous-même votre position. La question qui nous a été posée, autour de laquelle il nous a été demandé de nous entretenir et de vous faire réfléchir, est une question qui en effet a de quoi interroger. Comment l'entendre? Le cerveau, un des lieux de l'identité, nous a-t-il été demandé. Cette question présuppose, me semble-t-il, au moins 4 autres avant elle, et il faudra y répondre en passant. Dans cette question qui ne dit pas notre identité, ni l'identité des patients, il faudrait se référer donc à une identité universelle, puisqu'on parle de l'identité. Deuxièmement, l'identité serait-elle une et non pas multiple, puisque la question ne dit pas les identités? Elle serait localisable, puisque la question lui suppose déjà des lieux. Et fût-elle unique, elle n'aurait pas un seul lieu. Et enfin, question posée, l'un de ces lieux serait le cerveau. Pour corser encore la question et l'inscrire dans le contexte de ces journées dédiées aux maladies neuro-évolutives, je crois qu'il faut la comprendre en quoi les maladies neurodégénératives posent-elles des questions d'identité, ce qui soulève tout de suite et qui laisse entendre toutes sortes de résonances. Font-elles perdre l'identité? Mais que craindrait-on que les patients perdent s'ils perdaient identité pour cause cérébrale? Leur part essentielle, vitale, leurs principes spirituels, ce qui les anime, leur propre force d'action, de perception des événements, de réaction, leur capacité de rêve, ou bien leur originalité, leur individualité, ce qui les différencie des autres. Craint-on pour eux l'uniformité, une non-différence, tous pareils, tous les mêmes, mais sur quel plan? Ou encore, perdraient-ils leur existence en tant que personne? Craint-on pour eux une sorte de non-existence? Quand on pense à l'identité, on pense d'abord qu'il s'agit d'une question de définition ou de différence et de marques identitaires à arrêter. Mais on le verra, il n'est pas sûr que la question pertinente au sujet de l'identité soit une question de définition et de caractérisation. Et peut-être s'exagère-t-on le rôle du cerveau. Nous suivrons le plan indiqué par le résumé publié par le programme. Les affections du cerveau qui perturbent l'identité des patients pourraient en effet inciter à faire du cerveau le lieu matériel de l'identité. Cette idée, qui semble avoir l'évidence pour elle, se prolonge aisément dans le fantasme d'un changement d'identité par greffe de cerveau. Nous converserons là-dessus, et dans un deuxième temps, on remarquera que raisonner ainsi, ce serait oublier que l'identité se définit dans des dimensions psychologiques et sociales sur lesquelles les déterminants cérébraux n'ont qu'une prise partielle, pouvant les perturber mais non les résumer. Et d'autre part, que l'identité n'est jamais finie, fixe ou figée, mais toujours à construire, que ce soit pour les patients, leurs soignants et leurs aidants, ou pour chacun de nous. Et nous essaierons d'élargir notre question des patients, la question qui se pose à propos des patients, à nous tous. En effet, les questions d'identité ne sont pas arrêtées, toujours à reprendre, et les patients sont comme nous tous, avec des identités multiples, plurielles, toujours évolutives, difficiles à cadrer et à définir, mais aussi nouvelles, avec des nécessités de reconversion, de métamorphose, on le disait, de changement, et en relation aux autres, à l'autre. Autrement dit, nous pouvons apprendre les uns des autres. Les questions d'identité qui se posent au sujet des patients peuvent aider à comprendre les questions d'identité qui se posent à nous tous, et les nôtres peuvent aider à comprendre les leurs. Des questions qui semblent dignes d'intérêt si on en croit l'attention qui leur est portée en cette période de campagnes électorales, et surtout en ces temps obscurs où l'on semble se crisper sur des identités fantasmatiques et sur des définitions.
Sans faire d'amalgame excessif et désobligeant pour les uns ou les autres, il faudra donc essayer d'entendre ces propos, à la fois pour les patients, mais aussi de façon générale pour nous-mêmes. Nous commencerons donc par explorer l'idée de faire du cerveau un lieu de l'identité. Cette idée ouvre de nombreux axes de réflexion sur le lien cerveau-identité, comme on l'a déjà pressenti dans les premières questions. Pour clarifier la question, on pourrait distinguer deux identités, tout de suite concernées par les maladies du cerveau. Une identité de patient, c'est-à-dire une identité nouvelle que gagne le patient à son corps défendant du fait de l'atteinte du cerveau, et une ou deux identités personnelles plus anciennes et plus larges, qu'à l'inverse, l'atteinte du cerveau peut faire perdre ou qu'elle peut du moins altérer. La première façon d'entendre que les affections du cerveau pourraient être l'objet de questions d'identité concerne donc l'identité de patient. L'apparition des troubles neurologiques conduit celui qui en est affecté à entrer dans une nouvelle identité où il doit se reconnaître comme malade ou comme patient, selon les cas, et où il est conduit à se faire reconnaître comme tel, avec toutes les difficultés que cela pose. Ces questions-là débordent largement le champ de notre thème et ne concernent pas exclusivement le cerveau. Ce sont les questions d'entrée dans la maladie en général et de reconnaissance d'un statut de malade ou de patient. Vis-à-vis de cette nouvelle identité de patient, deux revendications opposées peuvent être faites sur le plan social et sur le plan personnel. On peut la nier, revendiquer de n'être vu qu'en tant que personne. Quelque part, ça veut dire nier aussi la maladie en tant que telle, en tant qu'elle soit maladie, on en parlait tout à l'heure. Faire oublier cette différence, refuser le cerveau comme lieu d'identité. Être comme avant, identique, quelque chose de moi ne change pas, demeure, me voir simplement en métamorphose. Ne pas me plaindre, ni me plaindre, ne pas m'abaisser, ne pas entraîner non plus les autres dans la souffrance ou la pitié. Défendre cette identité personnelle pour les patients signifie faire valoir la personne vis-à-vis d'une impersonnalisation, ce qu'on peut comprendre comme une lutte d'abord contre une anonymisation, contre une uniformisation, ou des catégorisations nosologiques trop hâtives qui font disparaître la personne du patient, l'individu, derrière un numéro, un dossier, un nom de maladie, ou même derrière leur propre nom, par une ruse de l'impersonnalisation, une étiquette ou un type qu'on lui colle dessus. C'est-à-dire une lutte contre ce qui fait disparaître l'identité de personne derrière l'identité de patient. C'est la critique d'une médecine impersonnelle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais l'autre attitude opposée que les patients tiennent et qu'on peut tenir avec eux, c'est revendiquer, de faire reconnaître une identité de patient, d'être différent, faire reconnaître cette différence, contre la reconnaissance des troubles, qu'on ne me demande pas de faire ce que je ne peux plus faire, et faire reconnaître l'autre, le soignant, l'aidant et sa compassion, lui donner la capacité de donner, de partager, d'exprimer son don, d'exister. J'espère que je ne vais pas me perdre dans toutes mes feuilles. Mais je pense que nous devrions plutôt discuter d'un autre aspect des questions d'identité, qui semble engager plus spécifiquement le cerveau et l'idée de faire de celui-ci un lieu d'identité, voire de l'identité. C'est l'idée que les maladies neurodégénératives sont susceptibles d'altérer, de changer ou de détruire notre sentiment d'identité ou l'identité que les autres nous attribuent. Et c'est aussi l'idée que c'est le cerveau qui détermine notre identité. Est en jeu ici une autre identité, une identité plus générale. Comment vient-on à reconnaître le cerveau comme lieu emblématique de l'identité? Les maladies neuroévolutives, pour cela, touchent-elles ce par quoi nous nous définissons? Notre activité intellectuelle, motrice, artistique? Nous prévient-elle de notre outil de travail? Nous prive-t-elle de notre outil de travail, le cerveau, qui nous définit? L'identité se trouve ainsi menacée dans ses origines mêmes par une sorte de dépersonnalisation dans laquelle le cerveau ne serait plus capable d'assurer pour nous ses fonctions identitaires usuelles. Et de nombreux exemples issus de la pathologie ont fini par ancrer dans notre idée que le cerveau contrôle non seulement les comportements qui déterminent notre objectivité, notre identité objective pour les autres, celle que nous reconnaissent les autres, mais aussi notre sentiment personnel d'identité, c'est-à-dire notre identité subjective, notre sentiment d'unité en dépit de nos morcellements, notre sentiment de constance en dépit des changements.
Nous pensons que nous sommes nous-mêmes parce que le cerveau nous construit comme cela. Nous avons besoin de lui pour avoir une représentation de nous-mêmes. L'identité personnelle du patient atteint de maladies neurodégénératives est menacée de tous côtés par les entraves que la maladie met à l'expression de l'identité dans la vie personnelle et sociale et par l'altération de l'appréciation par le patient de sa propre condition. Les maladies du cerveau altèrent le sentiment même d'identité. Je pense aux hallucinations que nous éprouvons parfois dans les rêves ou que peuvent provoquer telle ou telle drogue. Je pense aux troubles dissociatifs d'identité. Ont-ils un ancrage cérébral? Qu'en savons-nous? Nous en sommes persuadés en tout cas. Et je pense que Michel Clanet peut peut-être nous donner des éclairages sur cette position, cette place particulière du cerveau vis-à-vis de ce type d'affection. Merci Emmanuel de me donner la parole, effectivement. Si le micro, vous m'entendez. Merci les deux Emmanuel de m'avoir amené à réfléchir sur le sujet de cerveau comme un des lieux de l'identité. Alors effectivement, je pense que quelles que soient les acceptions de la notion d'identité qui ont été dégagées par les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les scientifiques au cours des siècles, en tant que neurologue et connaissant un peu les neurosciences, il me paraît difficile d'imaginer que le fonctionnement cérébral ne participe pas à la construction de l'identité. Alors pour moi, s'interroger sur le cerveau comme un des lieux de l'identité implique, pour que la démarche scientifique soit pertinente, d'essayer de catégoriser des niveaux multiples de l'identité et puis d'essayer de voir comment, au travers des corrélats cérébraux, dans le domaine physiologique d'une part et dans la pathologie d'autre part, on peut apprécier la complexité des déterminants cérébraux, justement, pour aussi se rendre compte de ses limites. Alors cet exposé, je l'ai préparé avec de multiples lectures, et en particulier, j'ai fait appel à un cours magistral qui avait été présenté par Alain Berthoz au Collège de France il y a quelques années. Et donc, c'est avec lui que, dans le premier temps de mon intervention, j'envisagerai la construction de l'identité, du soi, au travers de trois types de perspectives. La première perspective qui est l'identité est un processus dynamique, tendu entre la mémoire d'un passé, l'anticipation d'un futur et la création d'un présent. Et là-dedans, j'essaierai de m'interroger sur l'identité du corps propre, comment se construit dans notre cerveau l'identité du corps propre, le propre soi incarné. Je vous dirai que, en fait, le corps se pense en action, c'est l'ipséité. Puis, on essaiera de voir quelles sont les bases aujourd'hui de ce qu'on peut penser de la conscience de soi. Et puis, j'arriverai à ce qui est, en fait, le soi narratif de Ricoeur, c'est-à-dire le soi autobiographique. Dans un deuxième temps, une deuxième perspective, je dirais que, en fait, le cerveau ne peut construire son identité et son soi que dans l'intersubjectivité. Et dans un dernier temps, pour démontrer qu'en fait, les limites de ce que peut être la construction du soi par le cerveau, et pour démontrer que que l'homme a des identités multiples, et parler un petit peu de la cognition sociale. Alors, la première notion que je voudrais aborder donc, dans ce sujet, l'identité est un processus dynamique tendu entre la mémoire d'un passé, l'anticipation d'un futur et la création d'un présent. Je voudrais aborder le problème de l'identité du corps propre. Le cerveau, je crois que personne ne pourra discuter sur le fait qu'il est le lieu de l'identité corporelle. Et très vraisemblablement, l'organisation cérébrale est préprogrammée dans l'organogénèse et dans nos gènes. Et il y a beaucoup de travaux qui sont développés là-dessus. Et quand on se pose la question de savoir effectivement quelle est la part de la génétique, on peut, à ce moment-là, dans la construction de l'identité,
on réfléchit toujours en génétique à savoir qu'est-ce qui se passe chez les jumeaux. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à relire un livre absolument passionnant qui s'appelle Les météores de Michel Tournier et qui parle effectivement de l'identité et de la gémellité. Et je voudrais vous lire une petite phrase. C'est le même corps, enlacé à son double, le même visage, aux paupières mêmement abaissées, qui présente à la fois sa face et son profil droit. Tous deux murés dans un refus unanime de ce qui n'est pas l'autre. Et ce livre montre comment les jumeaux Jean et Paul, qui s'appellent Jean-Paul, vont pouvoir l'un essayer de conserver l'identité gémellaire, Jean, et l'autre, Paul, essayer de construire une identité, se sortir de cette identité. Et comment arrive-t-il à sortir de cette identité gémellaire? Eh bien, en allant dans l'autre, vers l'altérité. Et donc, ce livre est la construction de cette destruction d'une identité unique, qui est l'identité gémellaire. Je pense que c'est un livre tout à fait passionnant. Alors, je reviens à la construction du corps, du soi-même, le schéma corporel et les cartes cérébrales. Bon, les scientifiques utilisent aujourd'hui l'imagerie fonctionnelle, utilisent aujourd'hui l'électrophysiologie, utilisent aujourd'hui aussi les ressources que peuvent apporter dans la compréhension des mécanismes cérébraux, l'analyse des patients, bien sûr, mais l'analyse aussi de personnes que l'on va opérer ou que l'on opère d'épilepsie et chez lesquelles on fait des enregistrements à l'intérieur du cerveau qui permettent donc d'identifier les cartes cérébrales qui peuvent être à l'origine des populations, des assemblées de neurones qui vont construire la représentation du corps. Et l'un des aspects importants de la construction du corps lui-même, c'est l'intégration multisensorielle au travers de l'ensemble des cartes qui représentent le corps et qui représentent à l'extérieur, et donc construire un schéma corporel. Alors, justement, dans le cerveau, dans la construction du schéma corporel, ça me rappelle, vous savez, la mémoire, c'est la mémoire, j'y reviendrai tout à l'heure, la mémoire autobiographique, les premières gardes d'internes et la première découverte de ce moment extraordinaire, de ce fait extraordinaire, de ce fait de sémiologie qu'on appelle l'hémiasomatognosie. J'étais jeune interne en neurologie et je reçois un homme jeune, quelques années de moins que moi. Il avait une vingtaine d'années, qui venait de faire un accident vasculaire cérébral et qui était paralysé de l'ensemble de son hémicorps gauche. Et ce garçon n'arrêtait pas de me demander, quand j'étais en train de discuter avec lui, d'ôter ce corps qui était dans son lit, à côté de lui, qui le gênait, et ce corps qui le gênait, qui l'empêchait de bouger comme il faut, c'était son côté gauche. Et quand on lui montrait sa main gauche, quand on lui montrait quelque chose d'assez spectaculaire, il répondait « non, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon schéma corporel, ce n'est pas à moi ». Et il n'avait même pas conscience d'être paralysé, puisque quand je lui demandais s'il pouvait mobiliser son côté gauche, bien sûr, il me disait que oui, qu'il pouvait le faire, et il bougeait son côté droit. Donc, si vous voulez, cette notion de schéma corporel, la construction du schéma corporel, c'est effectivement le cerveau qui construit le schéma corporel. Il y a actuellement des expériences assez extraordinaires qui sont faites par les collègues neuroscientifiques qui, au travers d'un certain nombre de dispositifs expérimentaux, vous mettent la main, par exemple, qui est cachée sous un petit rideau, par exemple, et puis vont vous mettre devant vous une main de caoutchouc. Et lorsque les conditions de stimulation de votre main, alors que vous regardez la main de caoutchouc, sont particulières, on stimule en même temps la main de caoutchouc et au-dessous votre main, et à un moment donné, vous allez ressentir la stimulation, non pas sur votre main, mais sur la main de caoutchouc.
Il y a donc un certain nombre d'illusions qui peuvent être créées, il y en a de beaucoup plus complexes, qui démontrent effectivement que la construction du schéma corporel et du corps dans l'environnement se construit dans des cartes au niveau du cérébral. Il y a même des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles, qui sont les conditions d'autoscopie, où des personnes vont pouvoir, à un moment donné, dans des conditions pathologiques, mais il y a des illusions qui peuvent être déclenchées comme ça chez les collègues qui expérimentent, à un moment donné, de voir son corps à l'extérieur de soi-même, et même d'avoir son corps à l'extérieur de soi-même et de se regarder en train de regarder l'extérieur de son corps. La deuxième notion que je voudrais dire, c'est que le soi se pense en action, et qu'il y a donc à l'intérieur du cerveau un certain nombre de cartes qui peuvent à la fois programmer le mouvement, programmer l'action, mais en même temps prédire les conséquences de l'action. Et ça, les scientifiques qui font des neurosciences l'ont parfaitement démontré. La troisième notion dont je voudrais parler, c'est effectivement comment se construit la conscience de soi, l'instantanéité du soi. Aujourd'hui, nous avons, et les neuroscientifiques ont un certain nombre, en particulier, je voudrais parler de deux personnes. D'une part, Antoine Damasio, qui a proposé un certain nombre de théories concernant la construction, à partir de faits expérimentaux, concernant la construction de la conscience de soi. Et en France, Stanislas Dehaene, qui travaille beaucoup sur la notion de construction de la conscience par le cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les modèles qui sont proposés, mais Damasio fait jouer au corps incarné, au cerveau incarné, c'est-à-dire le cerveau des organes qui rentre dans le corps et qui reçoit en permanence une cartographie du corps et qui lui assure la stabilité dans le temps, qui lui donne l'invariance dans le temps, comme étant un élément très important dans la construction de la conscience de soi. Et puis, bien sûr, la construction à partir de cette carte du corps d'un proto-soi dont progressivement va émerger une conscience qui devient une conscience verbale et qui va s'intégrer ensuite dans la conscience narrative. Et la conscience narrative, c'est le troisième point, c'est-à-dire ce qui nous fait passer de la mémoire du passé, l'intégration de la mémoire du passé, la notion de la construction du présent, mais aussi l'anticipation du futur. Et c'est ce qu'on appelle le soi autobiographique. Et le soi autobiographique, il est construit sur la notion de mémoire dont les spécialistes de neuropsychologie, je pense qu'il y en a beaucoup ici, ne savent qu'on peut catégoriser divers types de mémoire, et en particulier deux grands types de mémoire, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, et aussi la mémoire procédurale, qui est la mémoire de nos automatismes et du fait, par exemple, que nous savons et que nous continuons de savoir conduire, mais que nous continuons aussi de savoir les poèmes que nous avons appris quand nous étions enfants. Alors, justement, à propos de cette construction et de ces aspects de mémoire sur lesquels je n'ai pas le temps de rentrer parce qu'il faut que nous puissions continuer de converser, je voudrais quand même dire que dans la pathologie, il y a deux types d'exemples qui nous font réfléchir sur la façon dont ce moi autobiographique, ce soi autobiographique se construit. C'est le sujet de la confabulation, d'une part. Un certain nombre de patients qui ont des troubles de la mémoire, et en particulier de la mémoire épisodique, ne se souvenant plus de ce qu'ils viennent de faire quelques minutes auparavant, quand on leur demande ce qu'ils faisaient, vont reconstruire et vont vous dire qu'ils étaient en train de faire un certain nombre de choses qu'ils ont effectivement déjà vécues dans le passé, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils faisaient réellement. Ils sont en train effectivement de confabuler, ce qui nous démontre que quand on veut se souvenir, il faut à la fois non seulement amener une réviviscence de souvenirs antérieurs, mais en même temps, il faut avoir des mécanismes qui inhibent les souvenirs parasites. Et toute cette construction à l'intérieur de notre cerveau, les neuropsychologues savent aujourd'hui un petit peu les démonter. Et je voudrais aussi aborder le problème
Et vous parlez d'un livre qui s'appelle La chambre aux échos de Richard Powers, que j'aimerais que, si vous avez un peu de temps, vous puissiez lire, qui est l'illustration d'un syndrome très particulier dont on a parlé hier, d'ailleurs j'ai entendu parler, qui est le syndrome de Capgras, dans lequel il y a l'histoire, c'est quelqu'un qui se promène en voiture aux États-Unis, dans un environnement qui est écrit de manière magnifique. En particulier, c'est la migration des grues oiseaux, a un accident de la circulation, un traumatisme crânien, est opéré. Et quand il sort de son traumatisme et qu'il reprend conscience, il voit sa sœur qu'il aime beaucoup. Et à ce moment-là, il voit le visage de sa sœur. Il a la capacité de dire c'est le visage de ma sœur, mais il y a une dissociation entre la connaissance cognitive qu'il a de sa sœur et la connaissance affective. Et la connaissance affective de sa sœur, il dit mais c'est pas ma sœur. Et par conséquent, il va, et le syndrome de Capgras, c'est cela, on va construire à ce moment-là un délire en disant la personne qui a le visage de ma sœur n'est pas ma sœur et c'est quelqu'un qui lui a pris le visage, qui lui a pris le corps et qui, effectivement, se fait passer pour ma sœur. Et ce livre est tout à fait remarquable et exprime effectivement ce qu'est le syndrome de Capgras. Alors, je voudrais, parce que sinon je ne voudrais pas prendre trop de temps, je voudrais dire deux autres sujets, deux autres points. On y reviendra peut-être après. Les subjectivités. Oui, peut-être. Tout à l'heure. Non, tout à l'heure, ou maintenant. Peut-être que je peux, non pas répondre, mais donner un point de vue légèrement différent sur ce qui vient d'être dit. Les patients dont les neurologues et les psychiatres prennent soin chaque jour le montrent, comme Michel Clanet vient de nous le rappeler, et en témoignent tous. Les lésions et les dysfonctions du cerveau sont susceptibles d'altérer totalement notre vie, notre comportement, notre façon d'appréhender le monde et de nous percevoir nous-mêmes. Elles sont source de handicaps physiques et psychiques, de troubles de la personnalité, de l'humeur qui engagent tout notre être, et directement ou indirectement, toutes nos facultés cognitives, toute notre pensée et notre sentiment d'identité en particulier. La pathologie nous a ainsi appris par la négative, en privant les patients de l'usage normal de leurs fonctions et de leurs capacités, le rôle crucial que joue le cerveau dans notre façon de vivre, d'appréhender le monde, de nous percevoir nous-mêmes et de concevoir notre identité. Le discuter serait une offense à ceux qui souffrent de maladies du cerveau, de handicaps psychiques ou physiques, une offense aussi aux neuroscientifiques qui travaillent sur le cerveau. Néanmoins, il n'est pas sûr qu'en passant du cerveau bien réel de la pathologie à notre cerveau, on parle de la même chose. Et que si la face sombre du cerveau puisse se retourner aisément et se transformer dans la face claire dont nous nous émerveillons. Nous nous sommes convertis en effet à l'idée que le cerveau est la clé de compréhension de la nature humaine et que nos pensées, nos actes, nos sentiments les plus intimes, mais aussi nos relations aux autres, notre identité et nos différences aux autres s'expliquent pour l'essentiel par des processus neuronaux. Encore une fois, je ne veux pas discuter le rôle réel du cerveau. Mais il semble que nous n'avons pas besoin d'aller vérifier si les théories des scientifiques sont justes pour employer leur vocabulaire dans notre langage. Et les explications cérébrales que nous utilisons et que nous croyons jouent avant tout sur un plan symbolique et déjà sur la place de la langue. Je voudrais que nous interrogions. Les représentations neuroscientifiques se sont insinuées en nous. Elles noyautent notre langage et conditionnent notre pensée. Nous sommes persuadés, vérification ou non, peu importe, que ce sont nos lobes frontaux qui planifient nos actes, nos circuits de l'émotion qui colorent nos vies de façon joyeuse, nos circuits de la récompense qui inscrivent le tout sous les plus belles promesses, nos neurones miroirs qui nous rendent empathiques, et on laisse cette nouvelle langue penser à notre place, d'autant plus naturellement qu'on s'en remet innocemment à elle qui oserait s'élever contre sa caution scientifique. Ce qui est nouveau, ce n'est pas tellement que nous accueillons des connaissances et une terminologie nouvelle dans notre langage, mais que nous concevions et que nous ressentions véritablement les choses selon leur vue. Nous percevons nos sensations et nos actions comme des opérations neuro-électrochimiques qui méritent en elles-mêmes notre attention. Désormais, dans notre façon de parler, nous ne cherchons plus le plaisir, mais à libérer les hormones qui nous procureront ce plaisir. On dit « ne croyez pas que j'aille courir et souffrir tous les dimanches matins pour mon plaisir »,
mais parce que mon cerveau a besoin de sa dose d'endorphine. Nous sommes amenés à interpréter tous nos écarts de conduite à sa lumière. Une aire cérébrale n'aura pas fonctionné, une décharge ne se sera pas produite ou se sera emballée. Et si on nous dit qu'un bout de notre cerveau ne fonctionne plus, nous comprenons qu'on nous dit que c'est foutu, qu'il faut que nous renoncions à ce que nous étions, bref, que nous perdons notre identité, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est qu'une idée, une théorie, et beaucoup, sinon tout, reste encore possible. La thèse que j'ai explorée dans différents ouvrages, c'est que nous en sommes arrivés à concevoir le cerveau comme un double de nous-mêmes, une puissance autonomisée et gouvernante du corps, sorte de conscience sous la conscience qui nous remplace sans nous expliquer. Et derrière ce nouvel inconscient, le neuroscientifique appelé à intercéder pour nous, comme autrefois le prêtre guidait nos consciences ou le psychanalyste notre inconscient. Cette idée nous vient de la pathologie, mais aussi, je crois, des images d'IRM fonctionnelles qui semblent nous livrer des représentations de notre intimité. Vrai ou faux, nous ne le vérifions pas. Dans notre imaginaire et dans notre langage, nous faisons maintenant du cerveau l'auteur de toutes nos pensées et de tous nos comportements quotidiens. C'est comme s'il avait pris notre place, comme s'il assurait notre identité. Comme si notre identité, plutôt, se dédoublait. Car si le cerveau nous donne des facultés, celles-ci sont d'abord les siennes. L'explication cérébrale fonctionne souvent comme une excuse. Ce n'est pas moi, c'est mon cerveau, je n'y peux rien. Chacun connaît les bénéfices qui a procédé ainsi. Nos malheurs paraissent toujours plus supportables s'ils sont dus à des causes qui ne sont pas de notre ressort. Les échecs ne sont plus le fait de notre insuffisance, c'est le cerveau qui en porte le fardeau. Nous l'utilisons pour nous déculpabiliser, on parlait de culpabilité, voire nous disculper et nous déresponsabiliser. Nous avions besoin d'un tel ancrage matériel pour nous donner confiance, peu importe qu'il soit, pour une part, fantasmatique. Et c'est un gain. Il suffit de considérer le soulagement ressenti par les patients lorsqu'on donne le nom d'une cause matérielle aux troubles qu'ils éprouvent. Car dès lors, ce n'est plus dans leur tête que cela se place, mais dans leur cerveau. Ce n'est plus psychologique, subjectif, mais matériel, objectif. C'est donc pleinement reconnaissable. On estime en effet qu'on ne peut blâmer quelqu'un pour des dysfonctions matérielles ou constitutionnelles dont il est victime et sur lesquelles il ne peut intervenir. On ne châtie pas ce qui provient d'une mauvaise disposition du corps, disait déjà Platon. Mais outre l'allègement concédé, le cerveau représente aussi, et c'est un autre versant positif du passage par ce double qui se détache de nous, un moyen d'agir techniquement sur notre situation et peut-être sur notre destinée et notre identité. Car si le cerveau est responsable de toutes les pensées et de tous nos comportements, après tout, on pourrait s'en passer. Nous n'avons pas eu besoin de cerveau jusqu'ici pour faire tout ce que nous faisions. On voit tout de suite que des intérêts pratiques sont en jeu. À travers sa matérialité palpable, le cerveau apparaît comme une promesse d'action tangible. Les traitements du cerveau forment en effet l'espoir d'étendre leur pouvoir, non seulement sur les défaillances du cerveau pour les pallier, mais aussi sur ses performances pour les augmenter. Les neurosciences proposent déjà un ensemble d'interventions chirurgicales, psychopharmacologiques ou neuromodulatrices pour restructurer, stimuler, inhiber ou moduler de manière plus ou moins invasive ou directe le fonctionnement du cerveau et à travers lui les humeurs, les comportements, les conduites. Et nous jouons avec ce double identitaire. En même temps que les possibilités de déresponsabilisation que nous offre le cerveau, il nous permet, sans paradoxe, des possibilités de responsabilisation de soi, d'action sur nous-mêmes et de prise en main de nos vies. Le promouvoir comme acteur, qu'on imagine contrôler de cette manière, c'est nous mettre en situation d'agent de notre propre changement. Grâce aux techniques d'action sur le cerveau que les neurosciences promettent de fournir bientôt à chacun, je pourrais répondre aux exigences collectives qui veulent que je me forge une identité reconnaissable, ça rassure, que je me comporte en individu autonome et responsable, que je décide de ma propre autorité, que j'agisse par moi-même selon un projet que je me serais trouvé. La demande sociale faite à chacun de construire personnellement son destin et de prendre lui-même en charge les problèmes qu'il rencontre trouve son prolongement dans l'idée d'un double cérébral à travers lequel chacun pourra agir lui-même et construire l'idée qu'il voudra par des gestes techniques. Considérer le cerveau comme responsable de notre identité de cette manière ne conduit pas nécessairement à une libération.
Le risque, c'est que je sois définitivement étiqueté, ainsi, jugé selon cette nouvelle norme, stigmatisé d'après mes caractéristiques cérébrales, que je ne puisse plus y échapper. Tant que les neurosciences ne tiennent pas leur promesse de changer nos états cérébraux et d'améliorer nos conditions de vie. M'expliquer en termes cérébraux revient à m'enfermer dans mon identité, mes difficultés, mes défaillances ou mes insuffisances telles qu'elles ont été caractérisées. Elles sont le fait du cerveau. Je peux penser, mon cerveau ne vaut rien, je ne peux rien y faire et cela justifie mon renoncement et mon exclusion. J'ai bien l'espoir qu'avec les progrès des neurosciences, on trouve un jour un moyen d'action qui corrige mon cerveau et qui améliore ma condition, mais en attendant, mon cerveau m'y condamne. Certes, il représente un espoir, mais pour l'heure, il est une prison, ma prison, et je l'invoque pour témoigner de mon enfermement en moi-même. Les techniques d'étude du cerveau peuvent montrer qu'un cerveau diffère d'un autre de cette manière, et il arrive aux tribunaux de s'en servir. On voit des innocents condamnés sous prétexte que les techniques neuroscientifiques mettent en évidence une anomalie, une trace cérébrale présumée du délit dont ils sont accusés. La démarche d'accusation consiste à produire comme preuve à charge une particularité d'image, une bizarrerie dans l'enregistrement de l'encéphale du suspect, la taille anormale d'un lobe, l'activité suspecte du nerf, l'amplitude excessive d'un signal. Raisonner ainsi n'est pas bien comprendre comment s'établissent les normes et les jugements. C'est omettre qu'à l'origine, une stigmatisation, un jugement, ne tient pas aux caractéristiques mentales, physiques, cérébrales ou biologiques d'un individu, mais aux conditions sociétales qui épinglent ces caractéristiques comme anormales ou déficitaires relativement à des normes qu'elles ont définies. Le cerveau, qui peut cautionner toutes les causes, n'est pas toujours appelé à défendre l'identité et la diversité, mais au contraire à soutenir des stigmatisations et des discriminations. De nombreuses études se sont ainsi employées à mettre en évidence dans ces replis des différences entre catégories d'individus, réactualisant les stéréotypes traditionnels. On a cherché à faire dire aux neurosciences, que je n'accuse pas, mais à l'usage qui en est fait bien sûr, et aux images cérébrales, que les femmes différaient cérébralement des hommes, les citoyens honnêtes des délinquants, les religieux des athées, c'est-à-dire à donner une justification biophysique à des différenciations établies dans des dimensions tout autres, notamment sociales ou culturelles. Parallèlement, l'homme normal, honnête, croyant, non déviant, non drogué, non homosexuel, s'est défini par ce qu'il n'était pas. On nous laisse croire que le diagnostic d'une personnalité et de déviance serait possible à partir des imageries cérébrales. Les neurosciences et l'imagerie cérébrale se trouvent parfois prises ainsi, malgré elles, dans une entreprise de naturalisation des catégories culturelles et sociales, à la manière des tristes classifications passées du XIXe et du XXe siècle. Elles se font piéger, comme autrefois la morphologie, la physiognomonie, la phrénologie, ensuite la génétique, pour expliquer des comportements jugés déviants ou anormaux et à leur donner une validité physique et une immanence. Le cerveau, qui devait nous libérer de nos croyances infondées et de nos préjugés, peut donc au contraire les attiser et apporter sa caution à de nombreux nouveaux dogmes et nouvelles idéologies. Si on le pose au fondement de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, si on achève de nous naturaliser et qu'on fait reposer sur lui toutes nos relations, la tentation est grande de faire de cet objet qu'on aura construit une norme pour nous comprendre les uns et les autres et régler nos conduites, voire de s'en servir de modèle pour nous rééduquer. Ne faudra-t-il pas penser, comme on aura découvert que marche et que doit marcher le cerveau, c'est-à-dire à penser comme tout le monde, et chacun voit ce que ce tout le monde veut dire d'ordinaire. Je pense aussi aux utilisations des neurosciences qui sont faites actuellement de plus en plus dans la neuropédagogie, dans la neuroéthique, dans la neuroéconomie. Je pense que c'est le moment de revoir le rôle que pourrait avoir le cerveau dans d'autres dimensions sociales et culturelles, de reprendre la conversation sur ce plan-là. Alors effectivement, je voudrais dire que on a construit l'identité du soi et vu comment le cerveau construisait l'identité du soi, mais l'identité du soi, en fait, ne peut se construire et ne se construit que dans l'intersubjectivité. Et c'est la notion, effectivement, du soi-même comme un autre. Et ce qui peut nous démontrer, effectivement, que le cerveau,
les substrats du cerveau se construisent de cette façon-là, c'est de voir comment se construit effectivement l'identité chez l'enfant. Dans la première année, l'enfant a un comportement d'imitation. Et pourquoi a-t-il un comportement d'imitation? Parce que, vous l'avez dit Emmanuel, il y a des dispositifs à l'intérieur du cerveau qui sont ces neurones miroirs. Et l'ensemble de ces neurones miroirs qui ont été décrits par Giacomo Risolati, qui effectivement sont capables non seulement de décrire l'action et de représenter l'action que nous sommes en train de faire, mais en même temps de représenter l'action qu'est en train de faire la personne que l'on regarde, et donc d'avoir la possibilité à un moment donné d'aller se projeter à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire décentrer son regard et décentrer son moi. Et donc, au départ, ce n'est que de l'imitation. Puis, à partir de l'âge de 1 an, l'enfant va pouvoir commencer de désigner, c'est-à-dire qu'il y a une attention conjointe. Il va montrer quelque chose à quelqu'un. Et petit à petit, va se construire la maturation de la continuité entre le passé et le futur. Et à partir de l'âge de 4 ans, l'enfant va pouvoir construire une théorie de l'esprit, c'est-à-dire effectivement décentrer sa façon de voir et pouvoir se projeter dans l'autre. Donc il y a, à l'évidence, dans la construction de l'identité, à la fois la nécessité effectivement de pouvoir reconnaître son propre corps et situer son propre corps dans la temporalité, mais en même temps de se vivre en tant qu'intersubjectif et dans la collectivité. Et c'est effectivement ensuite la construction et puis de tout ce qui est développé dans ce que vous disiez également, la neurocognition aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme a des identités multiples, et ces identités multiples, ce sont effectivement les identités sociales, et c'est là où effectivement on arrive rapidement, je pense, à se rejoindre. Je vais reprendre sur cette partie. Que ça soit clair, la dénonciation que je fais n'est pas vis-à-vis des neurosciences en tant que telles, mais des usages qui sont faits et du besoin que nous en avons, parce qu'elles ne font pas sans que nous les cautionnons, puisque nous les invitons et nous les accueillons dans notre langue, ce qui a une signification qui est intéressante et qu'il faudra retourner à un moment donné à notre avantage. Les neurosciences explorent donc l'idée selon laquelle notre psychisme et nos liens sociaux ont une base neurobiologique. Pourquoi craindrait-on ce mode d'approche? Rien n'empêche d'étudier la dimension matérielle et cérébrale de ce que nous sommes. Il est logique que les neurosciences tentent de neutraliser le psychique et le social pour isoler les déterminants cérébraux susceptibles de les influencer, notamment en vue de traiter les maladies du cerveau. Mais cette réduction méthodologique n'oblige pas à une réduction logique ou métaphysique qui nierait les caractéristiques de notre vie mentale et sociale hors du champ de la physique-chimie et de la neurobiologie. Ce serait oublier que l'identité se définit dans des dimensions psychologiques et sociales sur lesquelles les déterminants cérébraux n'ont qu'une prise partielle. On ne verrait tout simplement plus ce que les explications neuroscientifiques avaient à expliquer. Notre vie psychique, nos liens sociaux qui se définissent à l'échelle de la personne ou dans des usages sociaux, des pratiques humaines. Si je me sers de références cérébrales pour expliquer mes liens sociaux, par exemple par les neurones miroirs, le recours au cerveau se fait dans un jeu de relations signifiantes que j'entretiens d'abord avec les autres. Il leur est subordonné. Pas de doute sur la nécessité de reconnaître le cerveau comme une condition de la pensée. Mais nous sommes soumis à d'autres conditions grammaticales, psychologiques, historiques, sociales, culturelles, qui exercent des contraintes propres sur la pensée, qui contribuent à lui donner sa forme et ses dimensions, et avec lesquelles nous sommes obligés de composer. Et nous nous construisons à partir de nos écarts aux autres, par confrontation aux autres, en nous ouvrant à eux, en les laissant nous ouvrir et nous modifier, on y reviendra. Tenter de fixer notre identité dans le cerveau, ce serait oublier que l'identité n'est pas finie, fixe ou figée, mais toujours à construire. Nous connaissons tous des identités plurielles, sous diverses facettes, parfois incohérentes, contradictoires et incompatibles. Certes, on peut trouver dans le cerveau d'une personne quelque chose qui entre dans des classifications, qui restent plus ou moins semblables au fil du temps, des époques, et qui semblent nous résumer. Mais cette chose
objectivé, cet invariant, répond tout au plus à une fonction d'identification et d'invariance. C'est ce qui permet de dire, reconnaître qu'on a affaire à telle personne ou telle caractéristique et non à telle autre. Et c'est ce qui se prolonge dans la nomination. Cette chose ne donne qu'une identité restreinte aux déterminations qu'on plaque sur elle, un aspect, un nom censé résumer le nom, le malade en particulier. L'identité ainsi objectivée et arrêtée n'a pas d'autre réalité que ce qui en elle veut bien entrer dans les fonctions de composition, de reconnaissance et d'invariance imposées. Et parmi toutes nos identités qui doivent pouvoir s'inscrire dans nos cerveaux, pourquoi l'une tirerait plus de valeur que d'autres de son inscription neurale? Ce que des neuroscientifiques arrêteraient là-dessus ne ferait que refléter leur vision propre de ce que nous sommes. Si un objet doit s'assujettir à des normes extérieures, c'est qu'il ne se limite pas. Cette identité comme un masque posé sur lui et une limite à l'expression de ce qu'il peut être. L'identité n'est pas une chose déterminée et achevée, ne se limite pas à ce qui tombe sous des critères de reconnaissance pluriels, insuffisants. Ce n'est pas ce qui ne change pas. L'identité n'est pas ce qui est invariant, mais ce qui reste le même dans le changement. L'identité que nous objectivons vaut pour les contrôles de police, la reconnaissance, mais elle ne dit pas ce que nous sommes. Une photo d'identité ne donne qu'une identité civile, ce par quoi on n'aurait pas confondu un individu avec un autre. La photo, l'image qu'on en construit et qu'on donne de cette personne ne délivre qu'une identité factuelle. Et de même, une image d'IRM ne dit pas ce que nous sommes. Et dire cela ne renvoie pas à une essence. On peut lister bien des caractéristiques qui font d'une personne, qui font un être. Pourtant, dans aucune, on ne retrouve vraiment la personne ou l'être qu'on a connu. On le pense à des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Tout d'un coup, non sans émotion, on ne sait pas pourquoi, on retrouve ou on ressent l'être sous le patient, la personne qu'elle était sous le patient, on ne sait pas pourquoi, au hasard d'un détail, quelque chose qui surgit, qu'on ne saurait pas définir. Les déterminations cérébrales ou autres font elles-mêmes soupçonner une réserve. Simplement une réserve, pas forcément une essence sous la réserve. Ce qu'on est échappe aux caractérisations essentielles et aux marques identitaires qu'on se donne. Au fond, ces caractéristiques manquées libèrent surtout des possibles. Elles soulignent la liberté que chacun a de dépasser les identifications où on l'enferme, où il s'enferme. Une personne a plus de possibilités que celles auxquelles on lui demande d'obéir pour être identifiable, invariable. Nous avons toujours une autre identité, bien plus riche, qui n'apparaît pas et ne se révèle pas ainsi. Qu'il soit difficile de dire ce qui fait l'identité ne signifie pas que la question de l'identité ne soit pas importante. Mais s'il est difficile de définir ce qui fait l'identité, c'est peut-être que la question pertinente n'est pas une question de définition et de caractérisation, on le disait. Les marques identitaires qu'on se donne ou qu'on reconnaît chez autrui ont d'autres fonctions d'ordre symbolique. On peut se construire une identité ou l'hériter ou se la donner. Et cela peut être utile pour se donner confiance, se lancer, s'assurer, se démarquer. Non pour se figer, mais pour se donner un repère, une matière à modeler aussi, une figure sur laquelle agir. L'identité conçue comme un double et le cerveau qu'on construit comme un double, qu'on se fantasme, est donc une façon non de se démarquer de l'autre, non de se replier, mais plutôt une force de transformation. Un double qu'on se donne pour avancer, une aide pour soi, un moyen, un substitut, une valeur symbolique. L'identité d'une personne, c'est la façon dont cette personne, ce sujet, va se servir de ses caractères et de ses attributs, pourquoi pas cérébraux, comme d'atouts ou de ressources à exploiter. Il faut les voir non comme des boulets à traîner, un passé auquel tourner le dos, mais comme des atouts, des forces de représentation symbolique, des ancrages sur lesquels le présent, comme en parlait Michel, peut s'appuyer pour construire le futur. L'identité d'un sujet, c'est ce qu'il va montrer, ce qu'il va composer, ce qu'il va faire de son histoire, de sa vie, et ce que la vie, le temps, va faire de lui, comment il va rebondir devant la maladie, par exemple. C'est ce soi vivant qui compte, plus que l'image qu'il laisse derrière ou devant lui, plus que les critères dans lesquels il entre. Ce qui le constitue ne représente pas tant une définition de ce qu'il est qu'un moyen, des moyens matériels et fonctionnels, cérébraux entre autres, pour exprimer ce qui peut être, lui permettant de poursuivre l'aventure. L'histoire n'est pas arrêtée, l'identité reste à faire, elle n'est pas finie.
L'identité n'est donc pas un masque, mais plutôt une feuille qu'on se donne, une feuille où tout n'est pas inscrit, une page à continuer, pour et par soi-même. On ne naît pas avec une identité, ni avec un cerveau, on se les fabrique, on en fabrique des traces, des marques, des images, et on les fabrique avec les autres, grâce à eux, en leur empruntant, en s'en enrichissant. Dire cela rappelle, pour terminer, que chacun ne demande qu'à s'animer, ne cherche peut-être que ceux ou celles qui le changeront et le révéleront, qui sauront rouvrir notre identité, nous morceler, remettre tous nos morceaux en mouvement, tous nos fragments en tension. Le cerveau est donc bien, question posée, un lieu d'identité, mais d'identité au pluriel, et un lieu symbolique, un lieu de rencontre, un lieu de passage aussi. On ne s'y arrêtera pas, du moins on espère que la maladie ne nous forcera pas à nous y arrêter. Mais nous sommes plus forts qu'elle, parce que nous avons des langues diverses, en ressources. Et là, on arrive sur des thèmes qui me sont chers et sur des questions qui me font comprendre soudain pourquoi je me suis tant intéressé au cerveau. Plutôt qu'un lieu, je dirais que le cerveau est une langue d'identité. Et ce sera ma réponse à la question, le cerveau, un lieu d'identité. Car les langues sont cette sorte de lieu dont il est question ici. L'important pour nous, c'est de nous donner des langues nouvelles, le cerveau en est une, et de nous dédoubler dans ces langues et par ces langues, de nous donner des identités différentes, multiples, de pouvoir nous échapper de l'une par l'autre, échapper de nous-mêmes les uns par les autres, nous échapper de ce que nous avons de figé, des lieux identitaires où nous nous enfermons grâce aux langues que les autres nous offrent et pour nous ouvrir à eux et à nous-mêmes. Je vous remercie. Je voulais simplement, dans le petit point de discussion que je n'ai pas abordé, donc je voulais démontrer effectivement aussi comment les maladies neuroévolutives bouleversaient les divers aspects de l'identité, les identités, à la fois les identités du corps propre et je voulais simplement rappeler cette journée que nous avons eue avec les personnes atteintes de maladies neuroévolutives dans le cadre du plan maladies neurodégénératives cet été, au mois d'avril, sur la douleur, et dans laquelle en particulier des personnes, et M. Wagner hier qui a parlé, avait présenté effectivement le bouleversement de son schéma de corps et de la douleur qu'avait introduite dans sa vie la maladie. Je voulais rappeler effectivement aussi combien, mais c'est un des points que nous discutons tous ici, dans la maladie d'Alzheimer, les troubles de la mémoire bouleversaient le sentiment de soi que peuvent avoir les personnes. Rappeler également que les maladies neuroévolutives bouleversent la relation intersubjective et donc en particulier avec les altérations de cette notion fondamentale qu'est l'empathie et l'altération et le bouleversement des identités sociales que l'on vit au quotidien quand on voit des maladies neuroévolutives et combien les images de soi des personnes sont transformées par toutes ces maladies neuroévolutives. Mais je voulais dire aussi, et c'est l'expérience de la personne qui prend en charge ces personnes malades, combien il y a la possibilité de reconstruire et de les aider à reconstruire ces identités, qui sont des identités qui perdent, mais qui peuvent chercher et qui construire à nouveau quelque chose et construire grâce à l'ensemble non seulement grâce à leurs ressources, à la résilience, mais grâce aussi à tout ce qui va pouvoir être mis en place et pouvoir les accompagner dans la reconstruction de leur identité. Et même quand l'identité, c'est ce que vous avez et ce qu'on a entendu dans les ateliers hier, et même quand l'identité est profondément bouleversée, il reste quand même une identité et c'est ce qu'il reste qu'il faut pouvoir refaire monter à la surface et privilégier dans l'accompagnement et dans ce que nous pouvons encore apporter à ces personnes.
Donc, c'est ce sur quoi je voulais terminer cette reconstruction de l'identité, et cette reconstruction de l'identité qui reste possible, même si elle est difficile, qui reste en tout cas quelque chose, un objet que nous devons atteindre dans la prise en charge, dans l'accompagnement et dans la prise en ressources de ces personnes. Voilà, merci. Alors d'abord, on peut les remercier et on a compris que leur conversation a eu lieu en amont, c'est-à-dire qu'ils ont conversé pour préparer cette conversation qui a été un échange extraordinaire pour nous parce qu'il répond parfaitement à ce qu'on attendait de votre part, c'est-à-dire d'éclairer ce concept d'identité dans sa complexité en sollicitant deux regards très très complémentaires. Et on aura plaisir à lire vos textes parce que c'est très construit, c'est très élaboré, c'est pas la conversation immédiate où on va échanger argument contre argument. C'est extrêmement structurant. Et ce que j'ai perçu à travers votre propos, c'est que on peut abraser l'identité de la personne dans le regard qu'on porte sur elle. C'est-à-dire on peut gommer l'identité, effacer l'identité si on nie l'identité de l'autre. L'identité, et vous l'avez dit, qui a de multiples capacités de s'exprimer. C'est là où, encore une fois, le concept qui a été développé par Émilie de la métamorphose est aussi quelque chose d'important. Comment métamorphoser notre pensée, nos conceptions, notre regard, notre attention sur l'autre, précisément avec toutes les intelligences que vous nous avez d'une certaine manière présentées pour montrer la complexité des situations. Mais pourquoi je trouvais que c'était intéressant et pourquoi avec l'équipe on vous a demandé de parler de la question de l'identité? Parce que dans les maladies neuroévolutives, neuro, donc c'est neurologie, c'est le cerveau, on a l'impression que c'est l'identité qui est au cœur de la préoccupation des gens, l'identité comme un peu le cerveau qui est l'organe un peu sacré, l'organe sanctuaire, l'organe de la décision, l'organe aussi pour certains de la dignité. Et on a l'impression, et c'est souvent dit dans le langage un peu commun, on perd en identité. Et on a le sentiment aussi, lorsqu'on discute avec les personnes qui sont confrontées à la maladie d'Alzheimer, qu'elles-mêmes perdent dans leur identité, y compris dans leur identité professionnelle, quand elles sont dans la rencontre au quotidien avec une personne dont on ne sait plus où elle se situe par rapport à ce qu'elle est ou par rapport à ce qu'elle a été. C'est pour ça que les approches, par exemple, de quelqu'un comme le philosophe Fabrice, qui chaque année s'exprime, et tout à l'heure, il va nous présenter, j'imagine, une brillante synthèse de ce qu'il a retenu, et les apports de toutes ces personnes qui nous ont appris que probablement le défi éthique, c'est reconnaître l'autre malgré tout ce qui entrave la relation immédiate. C'est-à-dire avoir la conviction en responsabilité qu'il y a toujours un autre, il y a toujours une présence, même si elle n'a plus cette expressivité immédiate. Vous nous l'avez très bien dit, l'identité est complexe, c'est un espace, j'allais dire, qui doit être aussi honoré par la rencontre qu'on fait de l'identité de l'autre. On est en quelque sorte responsable de l'autre dans sa capacité d'affirmer son identité. Et j'ai le sentiment, moi je ne suis pas un professionnel, que certaines personnes se réfugient dans une certaine forme de sanctuaire, j'allais dire d'intimité qu'elle ne veut plus soumettre à la violabilité de nos regards, c'est-à-dire nous dissimulent leur identité pour protéger un certain essentiel. Et c'est là où probablement il y a toute une réflexion philosophique et éthique extraordinaire pour laquelle vous nous avez apporté des points d'ancrage. Puis peut-être aussi un message que tirer de cette affaire, c'est qu'on a vu comment la technicité le côté savant, le côté savoir, le côté aussi sagesse, parce que dans vos propos, vous n'avez pas mis entre parenthèses aussi toutes des valeurs d'humanité, même si elles n'étaient pas les plus immédiates dans votre propos, puisque vous aviez à décrire des choses. Mais je pense que derrière tout ça, il y a une grande interrogation sur toute la retenue, l'humilité qu'on doit avoir dans les approches biomédicales de ces questions. C'est-à-dire, quels que soient les savoirs, qui sont quelquefois pour certains des certitudes qu'on mobilise, on voit tous ces niveaux de mystère. Et j'étais attentif au fait que c'est pas parce que, entre guillemets, on peut voir le cerveau d'autrui que l'on perçoit ce qu'est autrui dans sa sensibilité, dans son histoire, dans ce en quoi il nous est indispensable. Donc je voulais encore qu'on les remercie de cette approche, encore une fois, qu'on va lire avec attention.
le registre était difficile, j'allais dire, la commande était compliquée, d'autant plus que, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais vous avez su être des parfaits pédagogues. En tous les cas, si chacune et chacun d'entre vous se pose davantage de questions, et quand vous vous retrouverez devant une personne dont vous avez le sentiment que son identité est flottante ou qu'elle a perdu son identité, que vous dites c'est probablement pas ce dont il s'agit, et que dans les groupes, quand vous travaillez ensemble, quand vous parlez d'une personne, vous essayez toujours de trouver quelle était son histoire. C'est ce que nous dit parfaitement Fabrice Zil. Quelle était son histoire? Qu'est-ce qui l'a constituée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est? Et que peut-être davantage qu'on ne le pense, elle a encore envie de vivre parmi nous. Eh ben, vous aurez rendu hommage à nos deux intervenants que vous pouvez encore applaudir. Merci.